Qui est habilité à organiser le TP? Les personnes qui doivent absolument organiser le TP, ce sont des personnes qui sont formées principalement à la pathologie, formées à la pathologie dont vous devez faire organiser le TP. Donc, c'est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Alors, dans cette équipe, chacun doit avoir des compétences. Chacun vient avec ses compétences. Il y a le médecin qui a une compétence médicale. L'infirmière, le pharmacien, le diététicien ou les autres de l'équipe paramédicale, ils viennent avec leur compétence médicale. Le psychologue aussi qui vient avec sa compétence comme le travail plus d'émotions. Donc, et puis, un patient expert, le patient a des compétences sur le vécu de la maladie. On n'a pas besoin du patient ressources, des patients experts dans notre vie. Donc, c'est une équipe codée. Cela part du ressort que facilement d'un seul personnel médical et de toute l'équipe avec sa spécificité. On peut aussi avoir des chirurgiens qui, par exemple, quand il s'agit d'une intervention chirurgicale, on a expertise et puis l'éducation thérapeutique. Le programme d'éducation est composé en fonction du besoin. On en a dit. C'est le besoin du patient qui fera qu'on va mieux cela. Et puis l'analyse de la situation, c'est par rapport aux besoins exprimés, les différents points qu'on peut, une malade peut avoir, c'est ce qui nous aidera à faire l'éducation. On a dit qu'il est centré sur le patient. On va prendre en compte de la réalité, la culture, des représentations et les attitudes que le patient a sur place. Donc, ça, nous connaissons, c'est l'anamnèse, vous posez une sélection des précédents, tout ça. Parce qu'il ne faut pas prendre en compte ce que le patient sait. Et puis, on le fait, on crée le programme en fonction de ce que lui, il va faire. Tenir compte de ses demandes, de ses choix, donc il faut l'écouter continuellement. Puis, plus de temps pour l'éviter. Savoir ce qui le motive, identifier ce qui le motive, ce qui le motive afin de l'aider à coacher de sa vie. Donc, oui, oui. Voilà. Donc, le patient, la motivation principale du patient, ici, le patient va apprendre s'il est principalement intéressé par le sujet proposé. Ses besoins sont pris en compte, il ressent le besoin d'apprendre, il se sent considéré. C'est le plus important, il est au centre. Il voit qu'il y a des personnes qui sont intéressées à cette situation, qui veulent aider, et c'est là qu'il va bien le prendre. Mais s'il n'y a pas cette motivation-là, ça ne marche pas pareil. Bon. Il faudrait aussi qu'il y ait le climat. L'innovation doit être pour avoir une lettre individuelle. Il va se sentir concerné, respecté, utile, peut développer des relations de confiance avec les différents. Quand c'est collectif, il va rencontrer les autres patients. Il doit négocier, qu'est-ce que c'est ce que vous dire, plan de faire des points, dont on a parlé précédemment. Et puis, trier les prioritaires. Structurer. Donc, organiser, ça doit être organisé et décrit.
Donc, on doit considérer quoi? Si on est organisé, on doit avoir du matériel sur lequel on va utiliser. Ces matériels qu'on va utiliser, les outils qu'on va utiliser doivent être connus de toute l'équipe. Donc, ce n'est pas qu'il y ait un seul groupe, une seule personne qui connaît comment manipuler certains matériels et vous autres là, c'est pas nous. Il faut que tout le monde soit capable de soit impliqué dans la programmation, dans l'organisation de l'ETP. Et puis, qu'on ait aussi un dossier unique du dossier du patient, les antécédents du patient, qu'il avait des médicaments, les autres membres, si nous sommes en avoir. La partie la plus importante ici, nous devons savoir qu'il y a une éducation qui doit être intégrée dans les soins. Donc, il fait partie des objectifs principaux du service dans lequel nous sommes. De la structure de soins fait partie intégrante du traitement et de la prise en charge. Et puis, comme on dit, en fonction du suivi biomédical du patient, donc, tout ça, là, vous savez déjà. Donc, il faut maintenant dans une prise en charge qu'on intègre. Puis, tout cela, pour faire l'éducation thérapeutique, il faut que ce soit en lien avec les soins que le patient a déjà. Il ne faut pas que ce soit des. Il faut que si, par exemple, c'est bien, nous, on fait ce qu'on a notre maladie, comme ça, ce soit plus donné, comme ça, évaluer. C'est ça. Planifier le temps des évaluations pédagogiques. Ici, on fait l'évaluation pédagogique des bilans de compétences. Donc, on va savoir si le patient a bien maîtrisé, il a été des compétences. Et puis, il peut encore aussi la qualité du programme. Vous qui avez fait cet atelier, vous qui avez programmé l'éducation de la vie, si vous avez été efficace, si le patient vous dit non, vous savez parler des termes médicaux, donc il va continuer bien. L'autre qui vous dit, bon, j'étais là, mais souvent, je ne pas là. Donc, il est là dans la salle, les pensées sont ailleurs, parce que vous n'êtes pas efficace de la présentation. Ici, nous pouvons retenir une séance d'éducation thérapeutique, si elle part de la motivation du patient, elle suscite sa propre réflexion. Elle vise un apprentissage qui n'est pas prédateur. Ça appuie sur ses ressources pour trouver des solutions. Ça appuie sur le support d'aide les outils et les matériels. S'intègre dans la prise en charge. Donc, il ne faut pas la solution de la prise en charge. S'inscrit dans la continuité et dans un suivi. Donc, ce n'est pas comme ce que on arrête sur nos cours, ça on a le temps et évaluer, superviser. Donc, évaluer l'état par rapport, voir s'il y a des changements. Pour voir si n'est pas une séance de personnes thérapeutique si elle se limite que à donner des informations. Donc, ici, donner des informations, parce que vous dites non, il faut utiliser la. Donner l'information. Mais ne dis pas pourquoi tu vas utiliser cette moustiquaire imprégnée. Hein? Ça, c'est un exemple. Vous donnez juste des informations comme ça, sans donner des détails. Ça le concerne. Peut-être qu'il n'a pas voulu savoir, n'a pas donné ça comme besoin pour connaître davantage. Donner des conseils aux patients afin qu'ils soient plus observants. Donc, ça, ce n'est pas de identifier les causes, les facteurs de risque et de non-observance. Mesurer l'observance, tout ça, et les comptages de médicaments. Ça, tout ça là, ce n'est pas une éducation thérapeutique. Alors, nous allons parler maintenant des compétences du soignant. Je n'arrive pas à passer. Les compétences de l'éducateur. Comme on a dit, si on lui donner des détails, ça ne l'intéresse pas vraiment personnellement en fonction de ses besoins. L'information a pour but d'améliorer la connaissance du patient, comme on a dit précédemment. Tandis que l'éducation, il construit des compétences et il s'agit de rendre l'autre plus autonome, de le rendre responsable de son choix. Hein. Travailler sur le savoir, les croyances, les représentations. Par exemple, là, sur l'information, on vous dit le tabac est le responsable des décès prématurés.
Mais là, on vous dit, c'est avec le tabac, vous en êtes où? Là, ça, c'est sûrement un thème. Ce patient, il doit avoir eu, il fait son éducation thérapeutique chez le pneumologue, peut-être. Et là, maintenant, on lui demande, tu en es où? Donc, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a appris à changer sa façon de voir les choses, est-ce que sa qualité de vie a été améliorée ou pas? C'est là la différence. Donc, connaître, construire des compétences. Alors, qu'est-ce que nous, éducateurs, devons savoir ou avoir pour faire un programme d'éducation thérapeutique? Pour être capable de réaliser un diagnostic éducatif, un bilan éducatif partagé, on doit être capable de le faire, proposer ou négocier au patient, avec le patient, les compétences qu'il doit atteindre, on doit être capable de faire ça, planifier, organiser les séances de soins thérapeutiques, mettre en œuvre des techniques d'éducation, DTP, de groupe ou individuel, évaluer les compétences du patient et les changements biocliniques, psychosociaux liés à l'ETP. Participer à l'évolution permanente du programme ETP. Et dans tout ça, si nous avons ça, et nous devons euh, en même temps avoir une posture, comment on doit être devant la posture de l'éducateur devant les patients. Donc, nous devons être réceptifs, hein, ouverts aux patients, une posture d'ouverture pour que le patient puisse se libérer. Hein, quand il est devant vous, qu'il n'ait pas peur de parler de parler devant quelqu'un qui fait peur. Donc, qu'il soit ouvert. Donc, et on doit avoir surtout une attitude empathique pour rassurer le patient que non, que je comprends ce que tu ressens, prévoir des échanges, faire des réformulations. Réformulation, ça veut dire si le patient vous dit quelque chose, vous essayez de reformuler ça pour que vous l'aidez vous lui dites que une façon pour vous de lui dire que j'ai compris ce dont tu as ton problème, j'ai compris ce dont tu as besoin. Il faut utiliser les questions ouvertes, pas les questions fermées où il y a que oui et non, vrai ou faux, comme ça, vous n'allez pas avoir plus d'éléments afin d'aider le patient. Clarifier les sous-entendus. Ça veut dire que les sous-entendus, ce sont les informations qu'il a eues en dehors du milieu étudiant. Les connaissances qu'il a apprises, non, parler de ceci, mais c'est vous qui lui donner les bonnes recommandations. Nous allons utiliser ensemble et proposer des objectifs de pour atteindre. Bon, on dit l'empathie, c'est comprendre ce que le patient dit, pense et ressent. Il faut que le patient sente que vous êtes empathique. Vous lui communiquez votre compréhension. Vous acceptez, vous acceptez que l'autre n'est pas comme vous, ni n'agit comme vous. Il faut être proche de lui en gardant les pour être pour qui prouve que vous êtes quand même différent. C'est pas la même chose que la sympathie. L'impact de l'empathie sur le patient est que il donne un sentiment, quand vous êtes empathique avec le patient, pour lui, ça lui communique un sentiment de sécurité. Il se sent bien, il sait qu'il est il est ils ne se sont pas jugés, ni évalués, pour dire que non, pourquoi tu avais fait ça d'ailleurs? Donc, vous lui faites un peu comme si vous ne l'aidez pas. Vous n'en pensez davantage dans la situation dans laquelle il se trouve, pour laquelle il est venu vous demander une aide. Donc, il va plutôt devenir très attentif parce que à ce qu'il vit et à ce que vous allez lui raconter, ils se sont reconnus, ils se sont valorisés, et puis il aura la facilité de libre expression. Donc, c'est pas tout ce plaît. Et puis, il sera encore de plus en plus
impliqué de ça existe. D'abord, l'empathie par l'éducateur, pour que sa compréhension est bonne. Quand il est empathique, hein, il se rend compte que vraiment, il me comprend. Et puis, ça aide le patient à se sentir, être reconnu par le. Donc, c'est vrai, ensemble, toutes les choses vont se passer sur des boulettes. Donc, on est bien de communication, hein, pendant cette période-là, les compétences qu'on va avoir, il y a le langage, la communication non verbale, qui sont les gestes, la voix, le regard, les contextes, sur votre physique. Si vous êtes quelque chose qui vous comprenez comme ça, une fois ce qu'il vous faut, vous ne pouvez pas voir si je ne me suis pas bien fait comprendre. Non, ici, il est en train de juger pourquoi j'ai fait ça, fait ça. Donc, pour vous rendre compte que ça, le langage non verbal, est très important. Du côté verbal, on va répéter, c'est là, les formulations, les questions, il faut faire des résumés. Et parfois, le silence aussi, il est important. Hein. Si vous partagez une situation difficile, la perte d'un être cher, ou bien la perte de quelque chose, ou un problème qu'il a vécu, un traumatisme qu'il a vécu, vous pouvez garder le silence. Là, vous n'avez peut-être rien à dire. Il ne faut pas inventer des phrases, non. Gardez juste le silence pour qu'ils comprennent que vous êtes aussi affecté. Le silence aussi, c'est quelque chose. Alors, ici, on va parler de exemple de reformulation. Pour reformuler, il faut le faire de façon bref. Juste, vous prenez des éléments principaux de ce qu'on vous a dit, à vous rassurer que le patient vous a compris, partagez votre compréhension, ça motive le patient davantage. Comment on fait la reformulation? Donc, on sélectionne des importants, des points forts. Et puis, il faut faire attention hein, à la réaction du patient. Comme je vous ai dit, non. Vous l'observez, vous donnez le temps de vous écouter. Donc, vous l'écoutez plus. Et puis, à votre tour, qu'il vous écoute aussi. Et vous allez lui rassurer que vous comprenez ce que vous allez faire des formulations. Si c'est un exemple. Alors, je n'ai pas pris mes médicaments hier parce que je me sentais très malade. J'ai beaucoup de nausées et de vomissements le soir et je n'ai pas du tout simplement envie de prendre un médicament parce que je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment efficace. Ça, c'est un patient qui partage. Ma famille ne m'encourage plus et ne me demande comment je me sens. Je ne sais pas ce que je peux faire. Donc, c'est un problème que le patient a parlé. Et voici comment on peut reformuler sa préoccupation. Nous allons tenir compte des quatre dimensions de la personne. Hein. Alors, on va partir du côté cognitif. Ici, on peut reformuler comme ceci. Il me semble, vous pensez que votre traitement est inutile. Vous semblez découragé du côté émotionnel. Vous sentez découragé ces jours-ci du côté émotionnel. Du côté social, on dirait que vous n'avez personne pour soutenir. Côté comportemental, il semble que vos effets secondaires, vos doutes, vous ont amené à manquer quelques jours de traitement et vous remettre en question sur votre traitement. Donc, quand vous dites des phrases, vous n'avez pas copié, vous n'avez pas répété exactement ce que les patients voulaient dire, il va comprendre que vous avez, il va comprendre que vous avez compris cette situation.
Alors, des exemples des questions ouvertes, comment il faut faire des questions ouvertes, comme je l'ai dit juste là tout à l'heure. Éviter les questions où on répond par oui ou par non. Bien par vrai ou faux, c'est compliqué, parce qu'il ne va pas vous donner beaucoup d'éléments. Il faut toujours commencer par comment, où, quand, qui, quel, qu'est-ce que, comme ça, c'est facile à soutirer des informations. Les questions ouvertes, c'est pour éviter d'influencer la réponse du patient. Aider le patient à trouver ses propres réponses, à être plus précis sur l'information qu'il doit donner et ouvrir une piste à explorer. Donc, ça, ici sont des exemples. Hein, une question fermée versus question ouverte. Alors, aimez-vous votre travail? Il peut dire oui, non. Mais ici, quand elle est ouverte, parlez-moi de votre travail. Là, il m'a raconté tout. Il s'occupe bien de moi. Est-ce que je suis maltraitée? Là, il va dire, quand j'ai des douleurs, tout le monde comprend que c'est toujours ça. Donc, c'est pas parler. La deuxième, avez-vous oublié de prendre vos médicaments au cours de cette semaine? Oui, j'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié. Et l'autre, il vous dit, bon, je n'ai pas pris parce que j'avais mal à l'estomac, la gélule était trop grosse. Donc, il vous donne un peu plus de détails que vous n'avez pas. Votre famille vous soutient-elle? Non, ma famille ne me soutient pas. Oui, elle me soutient et on s'arrête là. Comment votre famille réagit-elle à votre maladie? Donc, elle peut dire, quand j'ai mal, je dis tout le monde est là, m'accompagne, me distrait. Donc, il vous donne un peu plus de détails. Alors, si on parle, vous voulez qu'on prenne plus, on continue. En fait, vous avez des questions par rapport à la. Oui, Ainsi que ceux qui sont en ligne, hein, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous faire signe. Oui, oui, oui. je voulais vous dire que les rois de question, c'est la nuance la nuance ou la différence qu'on doit faire entre ETP et éducation pour la santé. C'est à quel niveau? Parce que bon, quand on parle de ETP, bon, je ne dirais pas de l'innovation, mais c'est quelque chose qui arrive, bon, et que beaucoup de gens n'ont pas encore vu comme ça. Mais on a toujours fait dans la pratique l'éducation pour la santé. Donc, si on doit faire la démarcation, de se faire Euh, la nuance est que celle-ci, c'est un programme continuel. Donc, c'est du début, hein. Ça suit c'est un processus continuel. On commence avec le patient. Si c'est un enfant, on lui apprend quand il est tout petit. Arrivé à l'adolescence, on continue. Parce que quand il est tout petit, il ne sait pas prendre beaucoup d'informations. Il va prendre ce qui concerne son état d'enfant. Et quand il monte dans l'adolescence, on continue le même programme dans l'adolescence. Et quand il va devenir adulte, il y aura des questions un peu plus importantes, comme le choix du partenaire. Ça, on ne va pas dire quand il est tout petit. Parler des complications de la maladie, qu'il n'a pas encore vu quand il était encore adolescent, quand il était tout petit. Hein? Par exemple, il y a toutes les complications que vous savez, ostéonécrose, tout ça. Là, on continue pour lui dire que tu vas découvrir ceci ou cela, comment tu vas t'en sortir. Donc, c'est continuel en fonction du changement qu'il vit dans sa vie quotidienne. L'éducation à la santé, c'est pour des problèmes bien précis. Hein. C'est comme des informations.
on vous informe que non, la malaria, elle est transmise par la moustique, il faut les moyens, c'est quand il y a des eaux stagnantes, vous les informer seulement comme ça. C'est couramment dans nos structures de santé. Là, c'est que l'autre différence, c'est que vous avez la rapport du patient, il vous dit que moi, j'ai besoin d'apprendre ceci ou cela. Et vous développez ça aussi avec lui jusqu'au bout. Donc, je me suis fait comprendre. Oui, mais c'est à ce niveau-là, les patients est fois acteurs et participants dans les programmes PTP pour améliorer sa qualité de vie. Là, quand on fait ça, on a dit, vous pouvez faire un TP soit de manière individuelle ou de manière collective. Maintenant, de manière collective, vous allez regrouper les parents, les patients qui ont exprimé un même besoin. Ou bien, ce sera toujours des thèmes un peu généralisés. Ah, c'est ce qu'on va apprendre. La première étape, c'est le bilan éducatif partagé. Les diagnostics éducatifs. À la fin, on va formuler les objectifs. Pour vous lui demander, vous voulez que ça soit individuel ou collectif? S'il dit, moi, je veux que ça soit collectif, comme ça, je rencontre les autres. Par rapport au sujet par rapport aux objectifs que vous allez vous former avec lui, vous voyez ce que les autres aussi, si ça correspond, on va tous les mettre ensemble. On fait une pierre de coups. Vous voyez un peu? Comme ça, il y aura les échanges avec les autres. Et vous, ça, c'est un avantage parce que vous dites, vous parlez du même sujet à tout le monde à la fois. Au lieu de faire individuel. Oui, pas de temps. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Oui, bon, c'est pas une question. Je voulais compléter quelque chose par rapport à la question que monsieur vient de poser, s'il y a une nuance. En fait, une nuance entre l'EPP et l'IPS. Je ne sais pas si l'on pourra compléter ça. Pour moi, je trouve que l'EPP va concerner plus les patients qui ont une pathologie chronique, c'est-à-dire vous commencez à les suivre depuis qu'ils ont connaissance de leur maladie. Et étape par étape, au fur et à mesure que la personne est venue, sachant qu'à chaque étape de la vie, il y a des situations qui arrivent que la personne doit chercher à comprendre. Et c'est par rapport à ça qu'on a cette notion de l'ETP pour pouvoir aider les malades, l'accompagner durant toute la vie, comme on l'a dit, c'est continuel. Alors que l'EPS, on peut en parler à n'importe quelle personne qui a malaria, ou encore, je ne sais pas, typhoïde, des enseignements un peu comme ça, on peut donner tout le monde. C'est ce que je veux ajouter. Donc, ça, c'est qu'elle veut la compléter, non? Pour des personnes qui ont des maladies chroniques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, s'il vous plaît? Oui. L'éducation pour la synthèse globale. C'est dans l'éducation pour la synthèse, l'éducation, donc, je peux dire l'éducation et la thérapeutique aussi. Parce que l'éducation pour la synthèse, on peut avoir santé. Donc, même avec l'éducation thérapeutique, l'objectif est que la personne se sent une maladie chronique, il arrive à bien gérer sa maladie, comprendre sa maladie, pour les gens. Oui. Je peux dire l'éducation pour la santé, c'est une grande bande, et aussi l'éducation thérapeutique, c'est qui. Les personnes dans cette spécificité de pratiquer les TP peut être liée à une personne. Je pose cette question pourquoi? C'est vraiment sur le plan pratique, des structures qui prennent en charge les capacitaires, où on est en train d'intégrer des paquets de soins d'activité
Alors, c'est tout le monde qui prend en charge des capacités, qui peut faire BTP, réservé à une catégorie. Nous avons dit des personnes formées à la pathologie et à la grande éducation. C'est ça, non? Ça va? Oui. Donc, c'est... Oui, oui, vous avez une question. Ouais, je voulais. D'ailleurs, je suis très content avec l'éducation thérapeutique, surtout nous dans notre milieu, nous gérons le traitement universitaire. C'est vraiment ce qui est important, c'est ce qui doit être, et surtout, j'étais dans les têtes de l'équipe soignante. Puis, nos drépanocytaires, voyant comment ils vivent, dans les milieux où nous prenons en charge, par exemple, à Banga et Simas, beaucoup de malades qui se font auto, et puis c'est donc ainsi de suite. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ça. Je pense qu'il serait peut-être, il va aussi répercuter ça à Banga. Sauf que quand je vois l'éducation thérapeutique, je vois que les avantages, beaucoup plus, c'est vrai que c'est dans les rôles, c'est pour les malades. Mais je voulais que les avantages pour les personnes, ceux-là qui vont aider, si on peut connaître quelques des avantages qu'ils peuvent. Les avantages. Les désavantages. Les désavantages. Je pense que le soignant a d'avantages. Il apprendra pour aider le patient. Il va aider les patients. Par question, je vais m'expliquer pour me faire comprendre. Vous êtes devant les malades, vous les... il y a des... et il y a aussi des choses qui peuvent survenir. Le malade doit aussi réagir. C'est ça que je vais connaître, c'est les avantages-là. Si le malade réagit, comment, qu'est-ce que tu peux faire devant ces avantages? C'est des... Moi, je suis à ma part. Par exemple, tu ne peux pas te donner des lampes de tramadol, par exemple, à la maison seule. Ça, je l'ai dit pour qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse maintenir sa vie. Mais lui, il te dit pas qu'il est à 0,1. Je suis à Kingasset puis à Makala. Je ne peux pas sortir avec une forte douleur. Il te dit que toi, tu penses que je peux obéir à ça. Ça, c'est aussi des désavantages. À part ça, les malades, vous avez dit que les malades doivent, par exemple, collaborer avec vous. Ils doivent collaborer. Et si les malades, par exemple, les réfléchissent, Ozwanga fait une OT, par exemple, il te dit que non, ce que vous me donnez, je ne dois pas prendre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça que je demande, parce que ce sont des avantages pour nous. Moi, je vais les soigner. Je vais une bonne santé pour ces patients. Et je ne suis pas, par exemple, le bienvenu de ces patients-là. Ce sont là que je demande comme les avantages que je peux connaître et comment je peux faire. Mais, Donc, si je comprends bien, c'est peut-être une difficulté que vous pourriez rencontrer face quand vous avez donné l'exemple de la tramadol et tout ça, les patients vous disent que non, c'est pas pour ça, ni ça, je comprends. C'est en place. On a dit d'empathie, mais tu ne vas pas
dans cette situation. Donc, quand tu trouves que c'est un dilemme, il peut y avoir, mais tu ne vas pas lui donner raison. Tu vas éduquer, donner les avantages exactement et pourquoi tu ne dois pas prendre cette seul. Parce que si tu le fais, c'est vrai que tu comprends par rapport à ta situation géographique, on te comprend. Mais si jamais il arrive une complication, on ne saura plus aider cette complication. Oui, c'est ça maintenant. Donc, je pense que ce sont les difficultés. Donc, face à ces difficultés-là, maintenant, vous n'allez pas vous croiser les bras, dire que non, voilà, j'arrête, faut encore et dire, ici, il ne faut pas toucher cette veine ici parce que hein, c'est compliqué et tout ça. Oui, tu me dis, tu viens que je puisse t'aider. Est-ce que tu peux chercher à ce que les patients arrivent à collaborer avec. Donc, c'est ça notre touche, ça notre touche dans le cadre de cette éducation. En tant qu'éducateur, en tant que formateur, vous n'allez pas croiser les bras, les voies lequel vous êtes en train de faire face. Et aussi, si je peux ajouter, dans les cas pareils, il faut toujours être très individuel. Pour y arriver, il faut vraiment être calme, parler avec gentillesse et douceur. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il a mal, parfois il ne comprend pas, il est chimier, il est très colérique. Mais si vous énervez aussi, vous m'avez dit donc, vous devez arriver à tomber votre patient. C'est pour ça que c'est un problème d'éducation. Nous devons être en mesure de convaincre nos patients pour qu'ils mettent en pratique ce que nous leur transmettons. C'est ça. Si un patient refuse que tu ne crois pas se plaindre ici parce que ça fait mal, tu lui dis gentiment que oui, je crois t'expliquer parce que tu as mal. Pour me dire que je t'explique. Il te dira là où il veut. Et si tu n'y arrives pas, tu lui dis que non, c'est parce que c'est très difficile. C'est un petit d'aider maintenant. Moi, je pense que c'est plus que difficile. Je pense que prendre des prix, tu dans notre pays. Mais si on refuse, ne veut pas que tu sois là, tu peux me donner. Je dis par exemple, et moi, si vous êtes seul dans le service, mais s'il y a 2 ou 3 personnes, je ne peux pas voir comment je faisais. Je laisse ma copine qui est là, et je vais voir la et puis, Bon, oui. merci, maman. Vous pouvez recourir à un autre personnel pour vous aider. C'est bien. Vous vous retrouvez devant un patient qui a un problème. Est-ce qu'un éducateur, c'est un personnel soignant qui a été formé sur les personnes thérapeutiques, il peut aussi recourir à un psychologue? Oui, tout à fait. Oui, C'est puis un psychologue vient intervenir sur des niveaux émotionnels. Merci. Et ça, on a compris. Je voulais aussi ajouter une chose. L'éducation thérapeutique, il faut choisir le bon. Voilà. Vous n'allez pas faire une éducation thérapeutique chez une personne qui a. Il faut pas vous entendre. Ça, c'est vrai. Il ne va pas vous entendre. Il faut choisir le moment où tu vas se calmer. Voilà. C'est comme ça le début. Ou encore, selon ce que vous avez. Et puis, selon ce qu'il veut. Parce que s'il dit, moi, je ne vais pas voir les autres, je vais être seul. Donner rendez-vous dans un endroit où il sera un bon héros, ça va c'est juste le choix. Oui. Selon ce qu'il lui veut. Monsieur Platini, quand nous En tout cas, j'aime parler des avantages et peut-être un peu que ce n'est pas des avantages. Mais voilà. Ce sont les difficultés. Ouais. Et d'ailleurs, même si ça, il y a des réflexions que je crois bien qu'avance. On aussi pourra expliquer les autres problèmes par la efficace. Vous savez comprendre. Face à ces difficultés-là, l'intérêt maintenant de l'éducation thérapeutique intervient. Là, face à ces difficultés, la responsabilité dans une sport thérapeutique fournie, il y a toujours des contraintes. Alors, l'éducation thérapeutique va aider le personnel soignant à faire son effort. Merci. Oui. Bon. C'est
Vous venez de parler, si j'ai le choix de discipline par rapport par exemple, c'est même la foi, choisir un discipline d'exister. Je ne sais pas si vous pouvez éclaircir un peu. Oui, je n'ai pas encore fini la présentation. Nous sommes en train d'aller étape par étape. On va maintenant, ce que j'ai dit, c'était genre, c'est une introduction. C'est quoi l'éducation thérapeutique? Les compétences que nous devons avoir avant de faire un programme d'éducation thérapeutique. On a dit qu'on doit être formé à la pathologie. Nous tous ici, nous soyons au moins ça, on sait qu'on parlera avec nos patients de la drépanocytose. L'éducation thérapeutique, c'est pour des patients qui ont des maladies chroniques. On va parler de la drépanocytose et de l'hémophilie. Maintenant, comme on sait qu'on doit être empathique, on sait qu'on doit écouter attentivement le patient, on doit être patient aussi. Hein? Donc, vous savez, on va ouvrir l'oreille pour comprendre. Il m'a dit, je vais un peu ça. Il est de chez les autres. Donc, on vient d'avoir, je constate qu'on a notre posture qu'on doit avoir devant les patients en ce moment. Maintenant, on va commencer la première étape d'éducation thérapeutique. Donc, les diagnostics éducatifs, le bilan éducatif partagé. Comment on doit collecter des informations importantes du patient pour l'aider à formuler des objectifs, des compétences à acquérir. C'est ce qu'on va parler, on va dire maintenant. Ça va? Jusqu'à la fin de cette journée, on va même voir un exemple d'atelier qu'il faut avoir. Okay. Juste un dernier mot par rapport à ça. Je vous ai entendu dire que l'ETP était un droit. Oui. Il faut spécifier que la législation a voté des lois par rapport à l'ETP. Parce que chez nous, ici, l'ETP, il faut dire que c'est parmi les innovations. Hein. Quand on regarde dans la pratique soignante, c'est peu des structures qui parlent de l'ETP, de la drépanocytose, en tout cas, à part mon collègue. Je n'ai jamais entendu l'ETP en dehors de mon collègue. Donc, quand vous dites droit, il faut spécifier, parce que nous, on sait que la santé c'est un tout. On a droit à ce paquet-là. Mais dans ce paquet-là, il n'y avait pas encore l'ETP. L'ETP vient et fait maintenant son intégration dans les appels, dans les paquets de soins. Sinon, que ce soit dans une liste des droits. Parce que le patient a droit à connaître ce qui se passe dans son corps. C'est comme juste pour ça. C'est aussi une éducation sanitaire. Vous voyez, c'est le droit, il doit être au courant. Ce n'est pas qu'on doit attendre que ce soit dit la loi des autres, mais non. C'est dans le suivi, dans la prise en charge. C'est un droit. Comme il est ici à l'hôpital pour être soigné, c'est son droit d'être soigné. C'est son droit d'avoir une éducation thérapeutique. Vous comprenez dans quel sens on est? Monsieur Pichou, ça va? C'est son droit, donc l'éducation thérapeutique doit intégrer le package de la prise en charge. Bon, c'est comme la maternité, une femme qui vient pour accoucher, vous suivez, mais vous ne faites pas la CPF. C'est un peu ça. Une femme qui vient en suivi, n'a pas de CPF. C'est un peu ça, non? Parce que la CPF, ça fait partie, non, intégrante de comment, suivi de la femme enceinte. Donc, on s'est compris. Moi, je suis sûre qu'on s'est compris en ce moment. En fait, comme vous avez parlé d'une maladie chronique, c'est justement une obligation pour les patients de connaître ça. Oui. Donc, c'est toujours dans ça fait partie, comme vous dites, quand il passe il vous devez aussi intégrer l'éducation technique. connaître ça. Moi, je penserais que l'éducation sanitaire ou thérapeutique est déjà donnée. Quand on soigne les malades, à la fin, il y a des conseils que nous prodiguons aux malades. Faites santé, mais
comme c'est une innovation qu'on doit introduire. Oh, ouais, voilà. C'est la préparation psychologique. La pause de questions est finie pour l'instant. On va continuer. Précisons que, comme vous savez, ça n'a pas de différence à la vulgarisation. Dans la vulgarisation, on peut juste informer, ok. On informe. L'éducation, il est en train de suivre étape par étape jusqu'à la fin, vous allez comprendre tout le il commence à. Oui. Les amis qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas, on peut passer. Hein? On va parler à la fin parce que là, on a quand même pris un peu de temps pour l'intro. Alors, les objectifs de cette session. Donc, c'est celle du bilan éducatif partagé. Expliquer, on doit être capable d'expliquer l'importance et les raisons pour faire l'éducation et le bilan éducatif partagé, les diagnostics éducatifs. On doit être capable d'énumérer, classer les questions du bilan éducatif selon les 5 dimensions de la personne. Donc, constituer un questionnaire qui va nous aider à collecter des informations pour les patients. Conduire un bilan éducatif partagé de façon structurée. Donc, ce qu'on va dire ici, nous devons être capables de ces 3 objectifs. Lors d'entretien de BEP, ça nous aide à appréhender les différents aspects de la vie et de la personnalité du patient. Identifier les besoins, la partie la plus importante, c'est d'identifier les besoins et les attentes du patient. Évaluer ses potentialités, identifier la situation de vulnérabilité psychologique, l'expression des émotions et de la situation sociale, de prendre en compte ses demandes et son. On peut proposer une planification thérapeutique personnalisée. Parce que là, tout ça concerne le patient lui-même avec sa façon à lui d'être. Hein? Et puis, il permet de prendre conscience, de faire prendre conscience au patient de ses propres besoins. Il a le droit de consigner aussi, de consigner. On a un dossier, hein, d'éducation thérapeutique. Il faut créer un dossier à part. Ce n'est pas son dossier médical. C'est un dossier d'éducation thérapeutique. Donc, les 5 dimensions sur la vie du patient, biomédicale, la partie cognitive, qu'est-ce que c'est? Psycho-affective, qui est-il? Socio-professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Côté projet, quels sont ces projets? Donc, ce sont ces choses qu'on doit connaître. Qu'est-ce qu'il a? Donc, on essaie l'anamnèse, l'ancienneté de sa maladie, l'évolution, la sévérité, la gravité. Les problèmes de santé en annexe, l'importance, les choses importantes du patient, les fréquences et les motifs d'hospitalisation, la manière dont le patient vit sa maladie et ses traitements, c'est la partie biomédicale. La partie cognitive, c'est qu'il sait sur sa maladie. Comment il fait ses représente-t-il la maladie? Son traitement, comment il les représente? Les conséquences pour je prends des médicaments qui est bien, mais il dit quand je prends ça, j'ai des insomnies. Quand je prends ça, donc sa façon de voir son traitement, sa pathologie. Est-ce que je vais bien grandir? Donc tout ça. Les connaissances antérieures sur sa maladie, l'utilité de l'éducation, ce qu'il veut apprendre. Hein? Où a-t-il cherché ces informations? On a dit précédemment qu'il faudrait éclaircir
les ont dit précédemment, c'est vous qui devez donner des bonnes informations pour vous passer. La partie psycho-affective, qui est-il? Dans le côté le processus d'acceptation de sa maladie. Ça a été un choc, un déni, une révolte, un marge. Donc, la partie, tout ça, ça concerne la partie psychologique. Les mécanismes de défense, la situation de stress, les réactions face à une crise, les attitudes, nous devons les connaître en posant des questions patientes. La dimension socio-professionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait de la vie quotidienne. Est-il étudiant? Est-il employé? On va connaître tout ça. Qu'est-ce qu'il ses activités, son vie, son environnement social et sa côté famille. Le projet de vie. On doit savoir, il doit nous dire s'il sait déjà ce qu'il va faire, ce qu'il fait déjà et ce qu'il fera au futur. Les possibilités de réalisation d'un projet, voilà, ce qu'il fera au futur. Ici, les compétences du participant, donc le patient, hein, les compétences qu'il doit avoir. Les deux grands types, c'est les compétences d'abord auto-soin. Là, par réussir, se soigner seul en fonction de ce qu'il va apprendre. Et la compétence d'adaptation, donc il doit s'adapter à la situation qu'il vit déjà. Hein? Au lieu qu'il fasse à paniquer à tout bout de champ comme il le faisait avant, maintenant, là, il va maintenant comprendre que non, ça, j'ai appris que un jour, j'aurai une névrose. Il a déjà été prêt. Maintenant, il va voir ça venir. Donc, il ne va pas paniquer. Il a dit, on avait déjà parlé de ça. Donc, il va s'adapter à cette situation. Et dans ces compétences ici, il y aura trois domaines dans lesquels on va développer chez le patient. Le savoir, on a dit, les connaissances qu'il va acquérir, les attitudes qu'il va avoir, et puis l'habilité. Donc, le savoir-être, le savoir-faire. J'ai expliqué. Et puis, formuler, à la fin d'avoir pris toutes ces informations sur les 5 dimensions du patient, pour formuler l'objectif avec un verbe d'action, les oracles observables. À l'issue de cette séance d'atelier, le patient sera en mesure, sera capable de repérer, soulager une douleur, par exemple, repérer une complication ou quoi que ce soit. Ça dépend de ce que vous allez, qui va demander comme compétence à acquérir. Ici, pour conclure cette première partie, c'est une étape fondamentale, le PEP, pardon, le diagnostic éducatif, bilan éducatif partagé, c'est une étape fondamentale du BTP. L'importance, il doit être centré sur les patients et non sur sa maladie. La partie la deuxième et la troisième partie du programme, donc on a dit, après avoir collecté les informations, maintenant il faut programmer la séance. Ça, c'est les plans de séance. Dans le plan de séance, on doit toujours avoir tous ces éléments en bleu. Donc, on doit avoir l'objectif d'apprentissage qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, vous, éducateurs, vous devez avoir un endroit où vous programmez les séances, comme les enseignants à l'école. C'est ce que vous devez aussi. Programmer les séances en fonction du besoin que le patient vous a déjà dit avant. Formuler les compétences. Ce type de séance, est-ce que le patient avait dit qu'il va faire collectif ou individuel? Votre planification, vous devez dire non, je dirais en individuel ou bien collectif. La durée de votre séance doit être allée de 1h30 à 2h, mais pas dépasser ça, parce que ça va devenir ennuyant. Ça va devenir ennuyant. Vous devez avoir complètement l'attention de vos enfants, de vos patients, de la personne qui sera devant vous. Le public, c'est à vous de choisir. Ce sera des enfants, des adolescents, des adultes, les parents d'enfants malades ou le conjoint d'un conjoint malade, d'un patient. Hein? Ici, on a compris. Excusez-moi. L'éducateur, comme on l'a dit, le membre de l'équipe qui est formée, vous allez dire c'est qui va présenter cet atelier ce jour-là.
Si c'est M. Platini, il peut écrire son nom là-bas. S'il sera assisté par quelqu'un d'autre, il écrira son nom, Madame Chériel, son nom est là-bas, ou docteur Alain, donc n'importe qui. Les méthodes pédagogiques. Des patients ou autre chose, vous pouvez toujours noter. Le matériel. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez faire une projection? Est-ce que vous allez voir des matériels que vous allez toucher comme ça, palper? Ou bien vous aurez un tableau où chacun doit passer, donner des informations, ceux qui savent, le déroulement de la séance, et vous devez définir le temps selon les objectifs. Donc, premier point, nous allons parler pendant 10 minutes. Il faut respecter. Deuxième point, nous allons parler pendant 15 minutes. Donc, pour être de plus en plus, pour être attentif. Donc, vous évaluez si les enfants ont compris et évaluer la séance qui s'est passée, si vous avez effectivement réussi. Alors, ça, c'est un exemple du matériel que nous avons ici. Donc, il y a des feuillets qu'on peut utiliser qui expliquent les règles d'or à suivre de l'Institut. Et puis, ici, ça explique comment gérer la douleur à la maison. Et ici, ça parle de l'hydria. C'est l'histoire de cette jeune fille. Cette jeune fille qui s'appelle Trifi à l'université, elle prend l'hydria et là, elle va apprendre le fait de l'hydria et de l'échange transfusionnel. Voilà. Il y a aussi ce classeur ici qu'on utilise, qui est quand même aussi facile à s'y adapter aux personnes. Ça a deux faces. La face du personnel et la face du patient. Ça explique dans des termes très simples sur la drépanocytose et beaucoup d'éléments qui a été fait en France. Et puis ça, prépa origine, bon, c'est justement pour connaître l'origine d'où on a attrapé la drépanocytose. Sa tête, et puis choisir la tête de son papa, si son père a un stade. Et ça, c'est un peu pour les grands enfants. C'est pas une question pour un champion, hein. Et puis, comme le jeu de cerveau, avec des pions, ce sont des questions, ce sont des jeux, quand même, des outils intéressants. Et ça, c'est pour les tout petits. Donc, ça, c'est pour un peu des adolescents. Et ça, c'est pour les plus petits. Il y a des images, c'est toujours la même chose. C'est comme un serpent là, pion, vous avancez petit à petit. À chaque case, vous dites, l'enfant, excusez-moi, je n'ai pas emmené ça ici, mais je pense que tout à l'heure, j'ai emmené pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, ici, on va parler des avantages de la séance individuelle. Les avantages avec la séance individuelle, bon, c'est une personnalisation. Vous parlerez seulement de ce que le patient a demandé, ça le concerne lui seul. Et sa relation est privilégiée. Donc, il a le privilège que l'éducateur est concentré seulement sur la possibilité de cerner ses besoins spécifiques. On respecte le rythme du patient. Il y a le meilleur contact avec le patient. Personne ne le dérange. Vous êtes seulement eux. Meilleure connaissance du patient permet d'aborder le vécu du patient durant la période. Mais les inconvénients, c'est quoi? Il n'y a pas de confrontation avec d'autres risques. Donc, il ne va pas connaître l'expérience d'un autre patient. Si lui, il prend toujours des médicaments contre la douleur, l'autre qui dit non, à tel niveau de douleur, moi, je me détends, je me relaxe jusqu'à ce que la douleur va passer. Lui, il ne saura pas qu'on peut faire cette technique-là. Absence de dynamisme du groupe, il n'y en a pas, et ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps quand c'est individuel, risque d'emprise du patient sur d'emprise du soignant sur les patients. Risque d'incompatibilité avec les patients difficiles. Ça, c'est votre situation. Vous pensez que le patient, il est difficile. Donc, le risque d'incompatibilité. Vous avez vu? Ouais. Quand on fait une séance de TP individuelle. Alors, l'avantage et les inconvénients de l'ETP collectif. Les échanges d'expériences entre patients.
l'émulation, la convivialité, la formation des points de vue. Donc, l'autre dit, moi, c'est comme ça. L'autre dit, donc, il y a une ambiance là. Et puis, ils ne sont pas distraits. Ils vous écoutent parce que, donc, il dit, non, regarde, tu dors. Donc, ils peuvent se réveiller. Et c'est un gain de temps. Donc, un gain de temps dans quel sens? Au lieu de parler avec un seul, vous gagnez le temps pour beaucoup. Voilà. La stimulation de l'apprentissage, le partage des trucs et astuces. Comme j'ai dit là, la difficulté à faire participer les patients. Bon, il y a certains patients qui peuvent être timides, hein. Les patients trop hétérogènes, les horaires fixes des ateliers, qui ne peuvent pas peut-être. Les difficultés d'aborder l'attention à chacun. Parce que quand vous ne savez pas que l'autre a une difficulté, vous pouvez oublier que. Et puis la difficulté de gérer un groupe, quand ils vont comme ça se déranger, là, vous ne savez plus les recadrer. C'est ça. Alors, il y a ce qu'on appelle groupe de parole. Ça, c'est généralement, ça n'a rien à voir avec. C'est un groupe de parole, c'est généralement géré par des psychologues. Ouais. Un groupe de parole, c'est une pratique psychothérapie qui prend en forme d'un espace d'échange, d'écoute entre plusieurs personnes. La caractéristique principale réside dans l'expression, permet l'expression pleine et entière de chaque participant, sans jugement ni conseil. Donc, chacun parle et il doit trouver une écoute respectueuse et attentive qui permettra de lâcher prise. Donc, chacun doit parvenir, doit être capable de s'exprimer et de se lâcher sans jugement. Bien pour les gens admettre. Donc, dans le livre, on va entrer en plus. Les paroles, ça, en fait, ça, c'est dans l'éducation. En fait, non, ce n'est dans la séance, c'est dans la ce n'est pas dans l'éducation thérapeutique. On doit connaître c'est quoi le parent. Comment? Justement, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est une séance de psychothérapie. C'est généralement Tellement avec les psychologues, c'est ça. Non, c'est pas obligatoirement que ce soit avec les psychologues. Si vous avez aussi être assisté par un psychologue, hein, à l'atelier, on parle des sujets de compétences, avoir des compétences sur des sujets bien définis. Mais ici, on a par exemple, on peut avoir un autre thème qui n'a rien à voir avec le TP. Hein? Par exemple, on peut dire, pour vous, c'est quoi la sorcellerie de la drépanocytose, tu vois? Chacun va dire, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ceci. Donc, c'est un lâcher prise. Vous parlez des choses émotionnelles, vos difficultés émotionnelles. Mais pourquoi est-ce que ça diffère quand on fait, parce que dans l'éducation thérapeutique pour réussir, il y a aussi partage d'expérience, non? Oui. Et avec les de parole, c'est quoi la différence? C'est ce que je suis en train de dire, non? Avec l'ETP, il y a partage d'expérience. Oui, quand il est collectif, on peut parler de tout ce qui se passe en ce moment-là. Mais la chose qui te bloque, tu ne vas pas exposer ça directement comme ça. Il faut qu'il y ait un autre milieu plus calme où on échange calmement seulement de ce sujet-là. Donc, dans le cadre de l'éducation on essaie d'exposer nos soucis pour comprendre. oui, oui, donc, en fait, dans les techniques qui pourraient décrire les personnes qui ont des difficultés et puis après de résoudre des problèmes. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, c'est comme on est formé, hein? On est formé à l'ETP, on doit aussi connaître c'est quoi un groupe de parole. C'est justement, c'est comme un petit bonus, tout petit seulement, que j'ai ajouté ici, pour qu'on puisse savoir faire une différence. Si vous n'avez pas le temps de faire un ETP pour les parents des tout petits, hein, vous dites, bon, on va faire un groupe de parole.
parents viendront là pour parler de la difficulté qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Chaque parent va dire, moi je fais ceci, moi je fais ça, moi je fais cela. Ou bien, comme vous savez que vous faites l'EDP pour les plus jeunes, les adolescents, hein, vous faites l'EDP avec les adolescents, ils accusent les parents. Maintenant, vous voulez aussi avoir les avis perçus des parents par rapport à leurs adolescents. Vous recrutez tous les parents des adolescents, vous faites un groupe de parole. Sans les adolescents. C'est pas ajouté aussi par rapport à ça. Vous avez dit que l'éducation thérapeutique, c'est justement la maladie chronique, des choses comme ça. Mais ici, on parle de groupe parole, c'est la psychothérapie. Je prends l'exemple d'un enfant, par exemple, adolescent qu'on a violé. On l'amène, Violé. oui, on a violé, on l'amène par exemple chez un médecin légiste. Après passer là-bas, on va l'amener encore chez un psychologue pour aussi la préparer et la soigner psychologiquement. C'est dans ce sens-là que vous avez parlé. Donc, nous devons aussi connaître ça parce qu'on ne soigne pas seulement par rapport à la maladie chronique, aussi à d'autres situations qui pouvaient aussi arriver à un patient ou à quelqu'un et on cherche maintenant à la maîtriser. C'est comme ça que vous avez parlé. C'est très important aussi. Oui, ça c'est un peu du côté soutien psychologique. Psychologique, c'est ça. Oui. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Dans ce moment. C'est un soutien psychologique. Ce n'est pas par rapport aux séances DTP. Hein. Vous avez un exemple pratique. Oui, je comprends. Maintenant, avec le groupe de parole, on partage un peu des choses un peu émotionnelles, Ouais. un peu plus fortes. Ah, ouais. Oui. C'est souvent des autres, des Ça. C'est parole, je le fais avec des consciences, par exemple, des patients. Et le groupe de parole, Ça n'a pas d'âge. ça dépend de ce que tu veux avoir, ce que C'est tu la veux aider psychologie, non? le patient. Psychothérapie. C'est Par clair. exemple, le patient, pour les patients qu'on a, pour qui on fait des séances DTP pour les ados, on avait aussi créé un petit groupe pour leurs parents. Pour leurs parents, hein, ils ne suivent pas le DTP. Mais s'ils veulent venir, ils peuvent toujours être là, mais il y a un petit groupe pour eux, spécial pour eux, où ils s'expriment. Non, tu le fais plus avec les parents qu'avec les Ouais. Oui, Ça dépend. Des relations avec des groupes de parole pour les les conseils. concernés. Oui. En eux, mais tu ne fais pas ça. Si, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Moi, je pense que ça dépend des âges. Non. Ça dépend pas de l'âge. Ça, Ça dépend pas de l'âge. ça dépend. Ça dépend des parents. Ça dépend pas de l'âge. Oui. Nous, dans la pratique, avec les conséquences passives, Oui. on fait des groupes de parole où les maris dont les enfants étaient diagnostiqués à la naissance. Les maris. Les papas des bébés. Les papas des bébés diagnostiqués Oui. SS. Oui, sans les mamans. C'est quand des mamans. OK. Oui. On a pris un papa Mhm. Et les qui papas avait non. deux enfants diagnostiqués qui est venu et qui a partagé son expérience Oui. d'acceptation des résultats, par C'est exemple. ça. Par exemple, les enfants, si tous ces enfants étaient déjà en 5e primaire à l'idée, et les enfants étaient en 1e primaire. Maintenant, vous avez un bébé diagnostiqué SS. Comment vivre avec cet enfant-là? On l'a invité, on a créé un groupe. Les hommes, il n'y a pas que les femmes. Hein. C'est nécessairement les hommes. C'est soit comme tu as dit, les parents, les enfants, les parents, c'est ados. Oui. Et les parents des. Et les parents, les tout petits. Comment on leur donne cet espace? Elle a précisé que ce n'est pas dans l'éducation thérapeutique parce que Non, ça, ce n'est pas l'éducation. Ça ne pas. c'est la situation qui est la personne. Voilà, si vous constatez que vous avez un problème d'acceptation, vous lui dites, est-ce que vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous? Tu dis oui, allez, vous organisez un groupe de parole. C'est ça. Ça va? C'est clair. C'est pas que l'anthroponocytose, non. C'est eux qui parlent. Vous les écoutez seulement. Vous, derrière l'encadreur, vous. C'est ça. Ils vont seulement parler. Vous donnez une expérience. Vous les laissez.
Tu comprends, hein? Ouais. Ça, c'est justement Ah ouais, une information. l'information. Une information. Après, quand tu mets ça dans ton esprit, on peut aller dans le fait. Non, n'enlevez pas. C'est très important. N'enlevez pas. Ça fait partie du C'est pas le Excusez-moi, C'est parmi les jobs qu'on peut créer, non? ça arrive. Ouais, je suis. Ça va, Oui. je crois qu'on a vu que tu as la remontée. Alors, les règles donc. Donc, il y a ce qu'on appelle je lasse. Hein? Le jeu, pour parler en son propre nom. Vous n'allez pas parler non, il avait fait ça, c'est toi. Le L, la liberté. Donc, vous avez parlé librement. Vous avez le droit de parler librement. Regardez silence si vous le souhaitez. Si vous ne savez pas parler, vous vous taisez. Le A, l'authenticité. Donc, vous allez tellement vous exprimer vous-même et puis vous avez exprimé vos émotions sans filtre, sans retenue. Et on dira que la confidentialité, tout ce qui se passe en ce moment-là ne sort jamais dans lequel nous nous trouvons. Vous êtes obligé de garder le secret de l'ami, de son problème, donc de la partager. Écoute, vous devez respecter la personne, respecter tout ce qui se passe et être empathique. Donc ça, ce sont les règles que les gens qui seront dans ce groupe de parole doivent respecter. Il faut leur rappeler tout ça. Alors, l'étape de l'ETP, c'est l'évaluation de la séance. Donc, on a dit, je ne fais que répéter ça durant toute ma présentation. On évalue la séance. Le contenu, le format, s'il était adapté à votre public. La mise en œuvre, est-ce qu'elle a été bien faite? Le programme a été bien Présenté, oui. Le programme a été bien présenté. Est-ce que le logo était bien aéré? Il faisait froid, il faisait chaud. Les outils ont été bien compris. Le personnel, est-ce qu'il a eu des termes compliqués? Est-ce qu'il a pris le temps d'écouter les participants? Et l'évaluation du patient, ce n'est pas une sanction, hein? Donc, ni un jugement. Ce n'est pas que non, tu as eu 0, voilà. Non, non. C'est nécessairement pour savoir si le patient a bien compris. Permet de faire le point sur les compétences acquises et proposer une nouvelle séance si nécessaire. Si on n'a pas compris, vous constatez que à l'époque d'évaluation, les patients n'ont pas compris, refaites une prochaine séance. La même, peut-être avec des termes plus simples pour qu'ils comprennent. Le patient doit être informé et, hein, pour l'évaluation, hein, il faut l'informer que il sera évalué à la fin de la séance. Pour qu'ils décident ensemble, et vous allez décider ce sera à quel moment, on va couper. Et puis les outils, ça va être des questions vraies ou faux ou des des certificats. Donc, il faut choisir, il faut mixer, hein. Quand c'est une question ouverte, des questions fermées. Alors, ça, c'est des séances, hein. Ici, le sujet, c'est la gestion de la douleur. Je n'ai pas écrit ça. Excusez-moi. La gestion de la douleur, l'objectif, je vous ai montré, non? Le plan, on a commencé le programme. L'objectif principal, c'est connaître les mécanismes de survenue du CVO. Donc, nos patients doivent être capables de connaître les mécanismes de survenue, identifier les CVO, gérer les CVO à domicile, être capable de prévenir les CVO. Ça, c'est l'objectif de notre séance. Dont le thème, c'est la gestion de la douleur à la maison. C'est l'apprentissage. Oui. Je viens de mettre le sujet. Ce sujet, c'est la gestion de la douleur à la maison, à domicile. Alors, ça, c'est notre sujet. Donc, voici les objectifs. Ce que nous souhaitons que nos patients puissent connaître à la fin de notre séance. Donc, connaître pourquoi les CPO, identifier, gérer les douleurs et puis prévenir les douleurs. La séance, le type de séance. Si vous allez, si elle était collective ou individuelle. La durée, 1h30.
1h30. On avait choisi 1h30. Oui. Ici, les adolescents de 10 à 15 ans. On peut dire ça comme ça. L'éducateur, il y avait 2 médecins, 2 infirmières et une pharmacienne. Parce que le pharmacien va expliquer les médicaments. Ça passe pas. Voilà. Méthode pédagogique. Donc, nous avons utilisé la projection par boîte. Nous avons aussi fait des échanges avec les patients. Les outils, le matériel, le vidéoprojecteur, et donc la SS. Je vous ai présenté ça, la boîte à images, et puis, vidéo, on explique le drépanoum. Les bouteilles de vaisseau sanguin. Je vais chercher tout ça, le matériel. Le déroulement. Donc, d'ailleurs, les patients présentaient des animateurs. Donc, 10 minutes, c'est quand même trop. Soit même 5 minutes. Nous voici, bonjour, hein, on va parler de ceci, voici les gens qui vont présenter. Donc, tout ça là, pour égayer la situation, vous pouvez faire la présentation de chacun des participants. Hein. Tous les enfants sont présents. 20 minutes pour développer les sujets. Donc, premier objectif, comment survient les douleurs. Donc là, vous allez présenter les classeurs imagiques. Il y a ceci, avec des images, ils vont bien retenir quand ils verront des images. Deuxième objectif, que savez-vous des CVO? Vous allez voir quand vous avez mis votre détail. Les CVO nécessitant une consultation urgente, vous allez mettre parce que si vous avez des maux de tête, ceci, vous avez cela, des difficultés respiratoires, ça sera noté là. Et objectif numéro 3, comment gérer la douleur à la maison. Là, maintenant, on va parler. Le rouge ici, c'est ça le contenu. Hein. Là, maintenant, on va parler des médicaments avec les différents paliers. Objectif 4, comment faites-vous pour éviter d'avoir des douleurs? Donc, SS, les B-règles. Et on a 10 minutes pour faire la conclusion. On retient que les signes vitaux sont bien, les CVO, pardon. Les CVO sont bien dans les vaisseaux déformés. Les CVO au niveau des os, on en a dans les os, dans le ventre, à la tête. On a des douleurs, on va prendre des exemples logiques. Si ça persiste où il y a la fièvre, on va aller à l'hôpital. On va à l'hôpital. Respecter les règles d'or, prévenir des douleurs. Et puis, visualiser une vidéo pour conclure. Bon, ça dépend de vous. Et puis, vous faites 15 minutes d'évaluation. Ça va? On se comprend? Monsieur Bitou, vous réfléchissez beaucoup. Oui, je sens beaucoup de questions. Ceux qui sont en distanciel, vous comprenez? Parfait. Oui, on comprend. Parfait. D'accord. Merci. Vous êtes avec nous, hein? Vous êtes avec nous. Vous pouvez toujours nous interrompre. Donc, ça, c'est un exemple de plan de séance. Ça va? Et là, nous vous remercions de nous avoir suivis. Ça, c'est le photo de la une séance après une séance de nuit. Je me rappelle. Mais bon, nous sommes là. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Tu peux juste accompagner les personnes pour l'éducation. Pas de limite, ça dépend vous avez ça dépend de la façon pour qui tu veux le BEP. Donc, il faut commencer par le BEP. C'est l'étape principale. On collecte des infos de 5 dimensions, formuler des objectifs, vous triez qui va aller en collectif, qui va aller en individuel. Ou 50 personnes. Étape. Si vous vous dites, je fais d'abord 5, et puis je fais 10, hein? Ainsi de suite, vous allez avancer petit à petit. Il faut aller au long.
Donc, par exemple, tu vas travailler avec l'adolescent. Tu peux, si tu trouves qu'ils sont nombreux, tu peux les scinder en deux. Et tu vas, cette semaine, ce sera ces groupes qui vont venir. Oui, Dépend. ça dépend de les temps, les disponibilités, tout ça. Oui, Oui. Et Ça regarde. ça, sinon, c'est pour les études pour aller faire par admission. Tu fais aussi des séances avec les parents. ETP pour les tout petits. pour les tout petits ETP, non, je n'ai pas encore commencé. Non, pas encore. Non, c'est possible. Donc, l'expérience DTP qu'on a en cours de service, c'est juste. Oui, avec les ados. Avec les tout petits, c'est comme avec le matériel là, non? On regroupe pendant les consultations, pendant les tout petits d'enfants, on met le matériel et on échange, on joue. C'est la petite séance DTP qu'on fait juste là. Mais quand ils viendront prochainement, on va toujours rappeler. Mais genre structuré BEP comme ça, avec le petit, non, non, pas encore. Maintenant, si c'est individualisé, Hmm. vous prenez 1 heure, je crois, le minimum, 1h30 Hmm. par séance. Ça dépend de vous. Ça dépend de quel sujet vous voulez présenter. Vous pouvez faire, le minimum, c'est 1 heure, par exemple. Hein? Mais il ne faut pas aller au-delà de 2 heures, parce que ça sera ennuyant. Si vous savez que vous avez que 2 objectifs, vous allez vite. Ça dépend de ce que vous allez préparer et de la compréhension du patient. C'est tout ça. C'est ça. Il est capable de comprendre rapidement. Il ira lentement. Maintenant, en pratique, dans le jour où vous faites les TP, les prestataires ne font plus autre chose que les TP. Oui, bien sûr. Vous allez choisir mon choix. La consultation. de consultation. D'accord. C'est ça. La séance de lundi suivant, ça sera la pratique. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on a suffisamment de temps avec ce on des groupes, hein. Moi, je suis en train de voir l'organisation structurelle de nos formations sanitaires, hein, telle que ça se présente. On a CIK, c'est masque qui n'a ça, ils vont coller 4 organisations tout à fait différentes. Comment maintenant trouver un modèle, organiser ça de manière standard? Voilà. Que ce qu'on est en train d'apprendre ici soit aussi pratiqué sur le terrain. Exactement, c'est ça Apprendre aux autres. c'est ça le but de notre formation d'aujourd'hui. Nous-mêmes, nous allons formuler les questionnaires. Vous voyez? Ici, à Kinshasa, oui, à Kinshasa, on formulera les questionnaires avec les 5 dimensions du patient. Là, par rapport à nos réalités. À Kisangani, ils vont formuler aussi leurs questionnaires là-bas. À Lubumbashi, ils vont formuler. À Mujima, ils vont formuler. On va tout mettre ensemble. On retient quoi comme question? Par exemple, première dimension, ils ont choisi, c'est quelqu'un ici important pour présenter. C'est le tout que je voulais donner maintenant. Ah, ok. Oui, c'est d'ailleurs ça que je voulais donner maintenant, que chacun, en fonction de... Non, ma question. Une question, je peux jeter. Je n'ai pas... Ah oui, oui, oui. Autre question. On a parlé de l'ETP. Oui. Je voudrais connaître l'objectif principal et la qualité de vie de l'ETP. Ma deuxième question, les résultats attendus, c'est quoi? Pour nous, pour les patients. Pour les patients, Pardon, les résultats attendus pour les patients. Voilà. La pratique de l'ETP vise quoi? C'est ça sa question. pratique de l'ETP vise quoi? Service, améliorer la qualité de vie du patient. On va prendre en charge une situation de douleur, comme on a dit l'exemple de la douleur. Il va savoir identifier, hein, on va l'apprendre à identifier les douleurs. Donc, il doit être attentif à son corps. Hein? Oui, aussi. Comme, par exemple, hein, pour les en auditoire, je n'ai pas bougé. J'étais seulement assise là, il n'y avait pas d'oxygène, tout ça. Quelques jours après, elle est tombée malade. Mais elle ne savait pas que c'était ça. Prochainement, elle va prêter attention. Elle va dire non, comme c'est ça, hein, je dois amener ma gourde d'eau à côté là-bas. Je vais demander
de me déplacer un peu. Vous voyez? Acquérir cette compétence-là, d'être attentif pour écouter son corps, oui. Et puis, il va savoir que non, les stress aussi, ça peut donner la douleur. Donc, il va faire de son mieux d'avoir moins de problèmes, d'écouter la musique, de se détendre. Parce que s'il commence, par exemple, bientôt, c'est l'incubation de ceci, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Il va rater cette il rate encore, les stress, ça. C'est-à-dire, c'est créer l'autonomie Voilà. des patients. Oui, rendre les patients autonomes et qui parviennent à s'adapter à la situation, à se prendre en charge. Vous avez compris? Je suis contente. Merci. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez nous dire quelque chose? Vous avez des questions, s'il vous plaît? Allô, il y a quelqu'un? Pour nous, nos objectifs, c'est ça. C'est savoir faire le bilan éducatif partagé, énumérer, classifier les questions, savoir être capable de faire un programme d'éducation structuré. Donc, je ne sais pas si vous qui êtes ici, vous voulez commencer l'examen. ATP. Genre, surveiller ou Non, le groupe de Kinshasa pour faire construire les mouvements éducatifs. Hein. Voilà, c'est ça. On doit faire des questions pour ça. C'est que le patient a, c'est qu'il sait, c'est qui il est, qu'est-ce qu'il fait et ses projets. C'est ça la base de nos séances d'atelier. Si on a tous ces éléments, après on formule les objectifs du patient et puis on fait les plans de séance, c'est tout. madame, Oui. par rapport à ce que vous avez déjà expérimenté ici en Colombie, parce que c'est ici que vous avez déjà commencé à l'appliquer. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a quand même un bon résultat. C'est ça que j'ai demandé. À part ça, est-ce que cette éducation thérapeutique en temps personnel qui ont été déjà formés pour ça, avec les horaires, c'est payant ou c'est gratuit? Ah. Oui, ils sont très intéressants. Il va répéter la question. Savoir si l'éducation thérapeutique est payante. Bien constater en effet dans le cadre des paquets de soins offerts préparacitaires. C'est une question très intéressante, très importante. Non, pas au pouvoir. C'est quelque chose que je vais vous dire maintenant. Ceux qui ont commencé ça, ce sont des personnes à l'étranger qui ont des subventions. Les patients, ils ne payent pas les frais. Et comme ça fait partie de la prise en charge, du paquet de la prise en charge du patient, chez eux, c'est gratuit. Donc, les patients ne payent rien, rien. Et nous, ici, depuis qu'on a commencé, ça fait 1 an qu'on a cette expérience, on ne fait pas payer aux patients. Parce que déjà, ils payent beaucoup pour les soins. Ils payent beaucoup pour les soins. Et vous venez, vous le dites encore pour rentrer, mais il ne va pas venir. Il ne va pas venir. C'est ce que vous faites. Non, on constate c'est dans sa prise en charge. C'est un patient qui vient ici. C'est votre contribution. Oui, c'est votre contribution à vous pour le soin du patient. C'est comme vous donnez votre éducation là, mais il est plus détaillé. C'est vrai que ça vous prend du temps, mais il faut que votre service vous laisse ce temps-là pour soigner, pour donner cet atelier. Si vous voulez être payé, j'ai maintenant des fournisseurs, des fonds, comment on dit? Des sponsors. Je ne sais pas.
L'éducation, l'éducation, c'est déjà sanitaire. Sanitaire. Avec là, c'est autre. Non, c'est pas l'éducation. L'éducation sanitaire, c'est bon. oui, l'éducation. Ça veut dire, hein, dans les paquets de soins qu'on offre, si les PMS, C'est ça. c'est une partie de ces paquets-là. Voilà. Comme il faut pour la consultation et les soins, offrez-lui les TP C'est ça. dans le cadre de Ça ces fait paquets-là. partie. Ça fait partie. Voilà. Si vous voulez avoir de l'argent dans ça, augmentez vos, je sais pas, soit pour augmenter vos soins, vos, je sais pas, vos stratégies. C'est ça, au milieu. Mais maintenant, le problème, c'est que il paye déjà beaucoup. C'est très lourd. Non, c'est parce que, vous savez pourquoi? Vous savez, si vous êtes à l'hôpital, comme vous dites, c'est parmi Partie des soins ça fait infirmiers. partie. Mais par exemple, vous a invité la présentation, il y a des conférences, des choses comme ça, vous voulez intervenir. Ah non, si vous Quand- voulez, oui, là, si vous formez là, vous pouvez maintenant dire oui, j'ai besoin qu'on me paye autant. Par exemple, Ça, c'est autre, non? c'est autre chose. Je voudrais répondre Devant les patients. la question que tu avais posée, je ne sais pas si c'est toi, pour nous les prestataires. Nous aussi, nous améliorons nos prestations en commençant à faire de l'ETP. Oui, parce que le premier groupe que vous avez eu avant, vous allez voir, est-ce que je me suis bien, je me suis fait comprendre? Peut-être avec les autres qui vont venir, vous allez améliorer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous allez constater que vous êtes en train de vous améliorer. Avant, je me fâchais. Maintenant, non, je commence plus à écouter. Je commence Oui. à devenir de plus en plus empathique et les patients viennent vers moi. Donc, c'est ça que vous allez apprendre de vous. Vous gagnerez beaucoup. Prendre aussi aux autres. Voilà. Ceux qui se fâchent devant le C'est malade. compréhensif. La réponse a été donnée. Je pensais qu'on allait mettre une autre clarification. Oui. Et non, mais les psychologues mettent l'argent. Ça, c'est pas la sécurité. C'est parmi l'équipe, c'est parmi l'équipe. Fait partie de l'équipe, non? C'est partie de l'équipe. Il viendra comme tellement vous l'appelez. Si c'est un psychologue, il faut que vous soyez psychologue. Bon, c'est vrai. Alors, En fait, on va ça avec les consultations, c'est des qualifications. Bon, ça fait partie. Donc, on paye sa consultation déjà. C'est vous qui le faites, qui allez l'orienter chez un vous allez détecter, par exemple, que là, il y a un domaine, il faut que je l'envoie là-bas. Donc, ce que vous lui donnez, ça fait partie de sa consultation, je ne sais pas. Les soins infirmiers. Pour être reçu dans votre service, par exemple. non, vous pouvez Ça fait partie des soins infirmiers. dire soins infirmiers parce que l'équipe est pluridisciplinaire. C'est non soins infirmiers. Parce qu'un médecin peut donner ça aussi. Voilà. Tout comme justement une infirmière peut donner. Mais la partie, on a dit ici, chaque personnel apporte sa compétence. Voilà. C'est ça. C'est con. Le chirurgien peut apporter sa compétence pour des interventions, splénectomie ou quoi, il va expliquer les complications. La nutritionniste, la diététicienne va apporter comment manger sainement. Donc, ça fait partie de... Aujourd'hui. Une équipe, ça nous donne beaucoup. Oui. Même on est nutritionniste. On fait la C'est ça. Si vous avez... Aujourd'hui, d'ailleurs, il est recommandé que quand on consulte, tout le monde soit là. Par exemple, nutritionniste, biologiste, tout. Oui. Non, peut-être que le jour où on va parler de ça, c'est pas que dans un cabinet de tout le monde. Tout le monde est Envoyez. Toi, tu fais ta part, tu envoies là. Tu fais ta part. ça. S'il vous plaît, vous qui êtes en ligne, vous avez la parole maintenant. Ils peuvent aussi demander, eux aussi, ne demandent pas. Vous écoutez, vous parlez. Tracy, nous avons des questions de la dernière. Ok, oui, je suis là. Vous êtes parti, monsieur. Oui, moi je vais. Monsieur Pichou, là, vous avez une question pour. Ok. Bonjour, Madame Tracy. Oui, bonjour.
C'est M. Pichu Yama. M. Pichu Yama. Ok, enchanté. Sujet- Merci beaucoup. Quoi le sujet addict drépanocytaire développe les ulcères malléolaires? Et chez vous, comment se passe cette prise en charge des ulcères? Et combien de pourcentage de réussite sur 10? Excusez, pardon, je n'ai pas bien écouté. La connexion, ça coupe, hein. Il y a moyen Oui, d'avancer. la question, je vais chercher les D'accord. Je vais chercher. La question est de savoir, est-ce que dans votre expérience, vous avez des Mhm, patients mhm. adultes avec ulcères malléolaires, les ulcères? Si oui, comment est-ce que vous les Est-ce prenez en charge? qu'on a les patients qui sont quoi? Les ulcères, les plaies, Des les plaies là, au niveau des jambes, au chevilles. Le plaie ou le douleur? Ouais. Oui. Le plaies, les plaies, les ulcères. Les patients qui ont drépanocytose? Ouais. Mais avec des plaies au niveau des jambes, au niveau des chevilles. Non, j'ai jamais entendu ça. Jamais entendu ça. Oui, dans l'expérience. C'est rare, Parce que chez nous, on Mhm, rencontre des drépanocytaires adultes mhm. qui développent fois des ulcères chroniques. Ok, Hein. so je travaille avec le patient pédiatre seulement. Je travaille pas avec les adultes. Ah, ok. Vous êtes en pédiatrie, les enfants. Oui, avec les enfants. Ok. C'est bon, c'est bon. So, Merci, à on a part compris. des adultes, je suis pas trop en forme avec. Ok, ça va, on a compris. Sorry. Oui, oui. Ils sont les adultes, ils travaillent. Ici, Ese silipo yazolobelaka bana toyaki koaprendre toyaki koaprendre nyonso olobelaki translation on n'a pas parlé de translation. elle travaille. Nancy nous a parlé de l'ETP chez les ados. Tu vois comment selon les âges. D'accord. Pose la question, c'est Ce que tu peux poser. Les enfants ne les touchent pas. quoi? Oui, oui. Attends vos questions, vos partages d'expérience. Moujima est là. Les amis de Moujima, ils êtes là. Les amis de Kisangani, vous êtes là? Les amis de Kisangani, vous êtes là? Vous savez? Oui. Madame, ici, jamais. Ma question était celle-ci. Quand les patients viennent là-bas chez vous, soit à l'hôpital ou bien le groupe de personnes que vous rencontrez, est-ce que le personnel soignant
stigmatise pas ou bien la société, il n'y a pas un problème de stigmatisation, ou bien ils sont, voilà, ou bien ils sont tous considérés comme, bon, des personnes, c'est vrai ils sont des personnes fragiles. Oui. Mhm. So, à la centre que je travaille, il n'y a pas question de stigmatisation ou bien racisme parce que tout le monde fait le cours sur ça. Il connaît que les patients qui ont drépanocytose, il y a leur expérience à l'hôpital. Ils sont vraiment Allô? Allô? Monsieur, Madame Strick, vous avez fini de parler? Oh, mais moi, j'ai pas de... OK. Je voulais... les gens de Kisangani, Mbujimai, Lubumbashi, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Oui, le Lubumbashi, nous sommes là, mais nous avons capté avec beaucoup des interférences et la connexion n'était pas très bonne. Donc, cette séance vraiment est passée presque à côté. Ah, je suis désolée pour ça. Euh, pour la prochaine séance pratique S'il vous plaît, c'est, Oui. s'il vous plaît, c'est Dr Koundani. Allô? Hein, pour de Lubumbashi, mais Dr Bibich n'est pas connecté, elle n'est pas avec vous, elle n'est pas au courant. Je veux juste savoir. Pour Lubumbashi, je ne sais pas, parce que nous sommes du CEFA, donc je ne sais pas, il n'y a pas de docteur Bibi. Elle est au clinique universitaire. Hein? Bon, je vais lui transmettre les liens même en retard pour le lundi prochain. Merci, docteur Koundabi. Pour le bon, ça veut dire que vous n'avez pratiquement rien su. En tout cas, nous n'avons presque rien suivi. C'était beaucoup plus des connexions qui crachaient. À un certain moment, on n'avait pas accès à votre écran. Donc, tout ça, j'essaie même d'écrire. Donc, on n'a presque rien suivi. Oh, je suis vraiment désolée pour cela. On va vous... je pense... On va demander à l'informaticien ici s'il peut vous envoyer l'enregistrement. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Alors, ça va beaucoup plus nous aider si vous nous envoyez l'enregistrement. Oui. Alors, pour que nous soyons en commun avec vous tous, s'il vous plaît, je veux vous donner juste un petit devoir très simple à faire. Hein. Sûrement après avoir suivi l'enregistrement. Ça sera de nous aider, selon votre milieu là-bas, avec les patients que vous avez, de formuler des questionnaires de collecte d'informations. Là, maintenant, vous voyez le texte? Oui, là, nous voyons. Oui. Oui, vous pouvez faire la capture d'écran de cette diapositive ici. D'accord, c'est fait. Faites la capture. Oui, et puis pour celle-là aussi. Oui.
Oui, c'est fait C'est aussi. fait. Oui, Celle-ci, ah, ok. celle-ci aussi. C'est bon? Ok, c'est fait. Oui, Celle-ci, d'accord. celle-là. Ok, Vous pouvez les rendre. Alors, prenons aussi ça. oui, j'ai pris. Prenons aussi celle-ci. D'accord. Alors, la prochaine séance, lundi prochain, nous allons faire la séance pratique. Ça veut dire que pour que nous fassions un bilan éducatif partagé commun pour nous tous, nous devons faire des questions, élaborer des questions en fonction de ces cinq dimensions. Donc, ce soir, si vous avez un peu de temps, vous élaborez des questions pour les 5 dimensions. Vous pouvez faire 3 ou 4 questions par thème, par dimension. Puis après, on va en discuter la fois prochaine de Lubumbashi, ce qu'ils ont retenu, de Mujima et ce qu'on a retenu, de Kisangani, ce qu'on a retenu de Kinshasa. Et puis, on va tout mettre ensemble et puis faire un document commun pour nous tous. Le bilan éducatif partagé pour nous tous. Puis après, ça c'est le premier thème, le premier TP. Le deuxième TP, on va faire un plan de séance. Donc, faire un plan de séance en fonction des objectifs que le patient va, les besoins des patients qui va, bon, on va faire un patient imaginaire. Donc, les besoins que le patient va présenter. Comme ça, le même jour. Allô? Le même jour, on va présenter, hein, on va partager déjà des thèmes. Le même jour, on va préparer une séance. C'est quoi? On va utiliser quel thème de plan de séance? Dites-moi, on a déjà parlé de la douleur, donc on parlera plus de la douleur. On va parler de quoi? Parlons mariage, parlons un peu de adulte. Voilà. Parlons de mariage. Oui, un adulte. Ok. Dans ça, un mariage. Vous êtes capable de présenter un plan de séance de quel thème, par exemple? Déjà présenter la douleur, la gestion de la douleur, vous pouvez choisir un autre sujet que vous souhaitez à présenter à un patient, un adolescent, un enfant, les parents ou un conjoint. Oui, Lubumbashi a disparu. Vous êtes là? C'est vrai un problème. Oui. Bojimaï, le docteur Alain aussi n'est pas là. On va partager des informations d'une autre manière. Merci à tous d'avoir participé à cette séance. À moins que vous ayez des questions particulières qui vont nous garder encore connectés. Vous avez des questions? Merci tout le monde. Non, mais j'espère que vous avez entendu ma réponse aux questions.
Oui, oui. OK. Merci. Merci beaucoup. OK. Je Bonne pense que semaine. pour aujourd'hui, Bye-bye. c'est fini. Moi, je sais chez Bye bye. Itu gue, Pas formel. Ouais, c'est ok.